Le visage du directeur d'agence devint subitement livide. Ses mains tremblaient alors qu'il s'emparait du téléphone sur son bureau, et je le vis échanger un regard avec la femme assise à ses côtés, l'avocate de la compagnie, qui me donna une sensation de vide au creux de l'estomac. Il m'avait fait entrer dans cette salle de conférence privée il y a 20 minutes, et maintenant, il semblait sur le point d'appeler la police. « Mademoiselle Renard », dit le directeur d'une voix prudente et maîtrisée. « J'ai besoin que vous compreniez la gravité de ce que je vais vous annoncer. Cette police d'assurance est active. La valeur du capital est d'environ 3 300 000 €. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus réfléchir. 3 300 000 € provenant d'un contrat d'assurance que ma sœur avait jeté à la poubelle il y a 3 jours. Mais il y a un problème, poursuivit-il. Quelqu'un essaie de vous le voler depuis 3 ans. Il posa un dossier sur la table entre nous, l'ouvrit et pointa du doigt une ligne de signature sur un formulaire qui avait été rejeté et marqué d'un tampon à l'encre rouge. Reconnaissez-vous ce nom? Camille Renard. Ma sœur. Ma propre sœur. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais beaucoup savoir qui fait partie de notre communauté. Je suis restée assise là, fixant l'encre rouge, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas sursauté. Dans mon univers, celui des archives à température contrôlée et des registres vieux de plusieurs siècles, les émotions ne sont que du bruit. Ce sont les données qui comptent. Et les données devant moi hurlaient une histoire de trahison que j'avais été trop rationnel pour percevoir. Le directeur, un homme dont la plaque de bureau indiquait Thomas Lefebvre, m'observait toujours. Il s'attendait à une crise de nerfs. Il s'attendait à ce que je m'effondre à l'évocation de 3,3 millions d'euros. Il ne savait pas que pendant 33 ans, j'avais été l'investisseur silencieux dans la version de la réalité de ma famille, payant toujours la facture de leur délire pendant que je restais dans l'ombre. Ma sœur Camille avait qualifié cette police d'assurance de pile de vieux papiers moisis. Elle avait ri, d'un rire sec et travaillé destiné à ses 300 000 abonnés, tout en la jetant dans une poubelle lors de la réception funéraire, juste à côté d'une verrine de saumon à moitié entamée. Elle m'avait dit d'arrêter d'être une collectionneuse compulsive et de me concentrer sur l'avenir. Il s'est avéré que l'avenir était écrit en minuscules caractères qu'elle était trop arrogante pour lire. Je m'appelle Éléonore Renard et je suis archiviste professionnel. Mon métier consiste à trouver la vérité enfouie sous des couches de poussière et de négligence. J'ai passé ma vie à être invisible, l'autre fille, celle qui lisait les contrats pendant que ma sœur occupait le devant de la scène. Ma famille pensait que mon obsession pour les détails était une maladie mentale. Ils me traitaient de paranoïaque. Ils disaient que j'étais difficile. Moi, j'appelle ça de la comptabilité. Et aujourd'hui, le bilan allait enfin être clôturé. J'ai regardé l'avocate, maître Élise Vallet. Elle semblait à 1000 lieues des rues de Paris noyée dans la brume hivernale à l'extérieur. Elle paraissait faite de fer froid et de laine coûteuse. Vous dites que quelqu'un a essayé de modifier cela cette fois, ai-je dit, ma voix aussi clinique qu'un audit médico-légal. Montrez-moi les dates. Lefebvre hésita, puis fit glisser le second dossier vers moi. Je n'ai pas seulement vu des signatures. J'ai vu une chronologie de vols calculée. Chaque tentative était une ligne de crédit que ma sœur pensait pouvoir ouvrir sur ma vie. Le nom de ma mère était là aussi, signé en tant que témoin de la fraude. J'ai senti une clarté glaciale s'installer dans mes os. Ce n'était pas une tragédie familiale. C'était une tentative de rachat hostile. Ils me croyaient faible parce que j'étais silencieuse. Ils pensaient que parce que je ne réclamais pas les projecteurs, je ne voyais pas quand ils éteignaient les lumières autour de moi. Mais être invisible est un super pouvoir. On apprend à observer les gens qui pensent ne pas être observés. J'avais vu les yeux de Camille, lors de l'enterrement, calculer la valeur de l'argenterie, la part de propriété de la maison, le prix du vin. Elle pensait m'avoir effacé du récit. Mais ma grand-mère, Madeleine, était bibliothécaire avant d'être multimillionnaire. Elle savait que les histoires les plus importantes sont souvent cachées dans les marges. Elle m'avait laissé une piste de papier qui menait directement à cette pièce, et elle savait que j'étais la seule capable de la suivre jusqu'au bout. Le téléphone du directeur finit par établir la liaison avec le service juridique. J'observais son reflet dans la vitre. La brume parisienne brouillait les contours de la ville derrière lui. Il ressemblait à un homme qui venait de voir un fantôme. Et c'était peut-être le cas.
Il voyait le fantôme d'une femme qui avait passé 3 ans à protéger sa petite-fille de son propre sang. Je me suis adossé dans le fauteuil en cuir, sentant le poids du pendentif en argent en forme de livre autour de mon cou. Celui que ma grand-mère m'avait offert parce que je cherchais ce qui était vrai. Ce n'était pas un effondrement. C'était un règlement de compte. Nous allons avoir besoin de copies de tout, ai-je dit à l'avocate, y compris les formulaires rejetés, surtout ceux-là. Je ne faisais pas que réclamer une police d'assurance. Je commençais un audit complet de chaque mensonge qu'il m'avait jamais raconté. Mais chaque audit a un point de départ. Un moment où la première divergence est trouvée. Pour moi, ce moment remonte à exactement 3 jours, alors que je me tenais dans le brouillard froid de l'enterrement de ma grand-mère. L'air de la maison funéraire du 16e arrondissement était lourd du parfum des lys coûteux et de l'humidité grise venant de la Seine. Ma mère, Béatrice, était impeccable dans son tailleur noir de créateur. Ses yeux étaient secs et sa posture parfaite. Elle ne pleurait pas une mère, elle gérait un événement. À côté d'elle, ma sœur Camille livrait une performance qui aurait rendu jalouse une actrice professionnelle. Elle tamponnait ses yeux avec un mouchoir en dentelle, tandis que son autre main serrait fermement son téléphone pour enregistrer un « moment de vulnérabilité » pour ses 300 000 abonnés. Dans leur monde, le chagrin n'était qu'un contenu de plus à monétiser. Je me tenais à l'arrière, une ombre dans le coin de la vie de ma propre famille, comme je l'avais été pendant 33 ans. Pour elle, j'étais Éléonore, la bibliothécaire ennuyeuse, la fille aussi passionnante qu'une archive non inventoriée. Après la cérémonie, nous nous sommes réunis dans la propriété de grand-mère Madeleine. Camille circulait déjà dans le bureau comme une pilleuse en chemisier de soie. Elle trouva le vieux registre de catalogue relié en cuir de Madeleine, celui qui contenait l'inventaire de chaque livre rare et document historique que ma grand-mère avait protégé pendant des décennies. Camille ne voyait pas l'histoire, elle voyait du désordre. Regardez ces vieux papiers moisis, ricanait-elle en jetant le lourd registre dans un sac poubelle en plastique noir. Grand-mère était devenue une vraie ramasseuse sur la fin. Il faut vider ces cochonneries pour que je puisse faire ma vidéo de visite de la maison. J'ai regardé ce livre toucher le fond du sac, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. C'était la chaîne invisible de la survivante. En grandissant dans cette maison, j'avais appris que ma voix n'avait aucune valeur marchande. On m'avait responsabilisé trop tôt, formé à être utile plutôt qu'à être aimé, maintenant la paix pour que Camille puisse occuper tout l'espace. Je vivais dans une prison sans barreaux où mon existence était une erreur administrative qu'elles étaient forcées de reconnaître. Je suis restée silencieuse, non par faiblesse, mais par calcul. Je savais que dans cette famille, la compassion était un luxe qu'elles avaient consommé à découvert pendant des années, et j'étais enfin en train de fermer le compte. J'ai attendu qu'elles soient dans la cuisine en train de se disputer pour savoir laquelle des tasses de thé antique de Madeleine rendrait le mieux sur le direct de Camille. Je me suis approché du sac poubelle. Mes mains étaient fermes alors que je fouillais parmi les programmes de funérailles jetés et les bouteilles d'eau à moitié vides. J'ai sorti le registre. Il était froid et sentait le vieux papier et la cire au citron, la seule odeur qui avait jamais été synonyme de sécurité pour moi. Je l'ai glissé dans mon sac, sentant le poids de la clé en argent que je savais cacher dans la reliure du livre. Elles n'ont même pas levé les yeux quand je me suis dirigé vers la porte. Juliette. Enfin, Éléonore, est toujours si raisonnable, dit ma mère à Camille, ne prenant même pas la peine de se souvenir de mon prénom. Elle connaît sa place. Elle sait qu'on ne lui a rien laissé d'important. Oui, je connaissais ma place. J'étais une archiviste professionnelle. Et les archivistes savent que les actifs les plus précieux ne sont jamais ceux qui sont exposés. Ce sont ceux cachés dans les marges, attendant quelqu'un qui a la patience de les trouver. Camille pensait avoir jeté un livre de liste. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de me remettre la preuve d'un vol de 3 300 000 €. J'ai verrouillé la porte de mon laboratoire d'archives privé à la bibliothèque, l'air stérile sentant l'ozone et les produits de conservation. Ici, chaque chose a sa place. Chaque document est manipulé avec des gants en coton blanc. Chaque vérité est vérifiable sous une lampe grossissante. Je n'ai pas cherché un verre de vin pour oublier la journée. J'ai pris une micro-spatule et un scanner haute résolution. Ma famille pensait que je collectionnais de la camelote, mais elle ne réalisait pas que j'étais une experte dans le langage de l'oubli. J'ai placé le registre de grand-mère Madeleine sur la table recouverte de velours. Pour un œil non averti, ce n'était qu'une liste de livres. Pour moi, c'était une carte.
J'ai passé mes doigts le long de la reliure en cuir, sentant un léger renflement artificiel dans le dos du livre. Avec la précision d'un chirurgien, j'ai extrait une fine clé en laiton d'une poche cachée dans la reliure. Elle était petite, usée et lourde de tout ce qui n'avait pas été dit. À côté de la clé, j'ai trouvé une série de notes écrites dans une écriture si petite qu'elle nécessitait un grossissement de 10 fois. Madeleine avait utilisé un code, le même qu'elle m'avait appris quand j'avais 12 ans, à l'époque où elle me disait que les gens qui crient le plus fort sont généralement ceux qui ont le moins de choses à dire. J'ai traduit les marges de la liste d'inventaire mot par mot. Numéro de compte se terminant par 4402. Accès restreint. Fiducie établie en 1998. En recoupant le numéro de compte avec mes propres archives numériques, un autre type de brouillard commença à se lever. Pendant 15 ans, ma mère, Béatrice, m'avait rappelé à chaque fois que j'achetais un manuel scolaire que mon éducation était un gouffre pour les ressources familiales. Elle prétendait avoir sacrifié sa propre retraite pour me maintenir à l'école. Mais le registre racontait une autre histoire, une histoire documentée et indéniable. La bourse d'études anonyme pour archivistes qui avait couvert mes frais de scolarité, mon logement et ma formation spécialisée ne venaient pas d'un inconnu. Elle venait de Madeleine. Elle avait versé 500 000 € dans une fiducie restreinte spécifiquement pour mon développement. Pendant que ma mère et Camille s'occupaient à traiter ma vie comme un mauvais investissement, je n'étais pas un fardeau financier. J'étais un actif prépayé. Je me suis rassise dans mon fauteuil ergonomique, la lumière bleue de l'écran se reflétant sur mes lunettes. Ma compassion pour elles avait été un luxe qu'elles avaient épuisé pendant des décennies. Je me suis frotté les yeux, essayant d'invoquer le regret raisonnable que ma mère attendait. Mais il n'y avait que de la clarté. Ce n'était pas une dispute familiale. C'était l'audit médico-légal de 30 ans de détournement émotionnel. Grand-mère Madeleine n'avait pas laissé le registre dans la poubelle par confusion. Elle l'avait laissé là comme un test. Elle savait que Camille verrait des déchets là où je verrais une piste de papier. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à rédiger une demande formelle pour l'historique financier complet de la fiducie de 1998. Je n'avais pas besoin de crier. J'avais juste besoin de remplir les formulaires. J'ai regardé l'écran de mon téléphone alors que le visage de Camille remplissait le cadre, éclairé par un projecteur professionnel qu'elle avait installé dans le bureau historique de grand-mère Madeleine. Elle diffusait en direct l'inventaire de la succession à ses 300 000 abonnés. À l'arrière-plan, notre mère, Béatrice, marquait déjà les meubles anciens avec du ruban adhésif vert fluo, une couleur qui ressemblait à une fluide toxique dans cette pièce d'acajou et de cuir. Camille prit un volume en édition originale sur l'étagère, faisant défiler les pages avec insouciance pour la caméra. « Vous imaginez que mamie gardait tout ce fourbi ?» demanda-t-elle avec un rire suraigu qui me fit l'effet d'éclat de verre dans les oreilles. « C'est tellement poussiéreux. On va vider toute cette pièce pour en faire un dressing pour chaussures. Il est temps que cette maison ait une vraie valeur marchande. » Ma sœur tourna la caméra vers le fauteuil en velours vide de grand-mère. « Et puis il y a ma sœur, Éléonore, continua-t-elle, sa voix dégoulinante de cette fausse sympathie qu'elle utilisait pour générer de l'engagement. Elle a carrément essayé de sauver un sac poubelle plein de vieux catalogues moisis à l'enterrement. C'est ce qu'on appelle vivre dans le passé. Mais j'imagine que quand on n'a aucune présence sociale, on doit s'accrocher à quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les icônes de cœur et les émojis rire défilaient comme un peloton d'exécution numérique. Ma mère entra dans le champ, s'essuyant le front avec un foulard en soie. « Éléonore a toujours été difficile, » dit Béatrice à l'audience, d'un ton clinique et dédaigneux. « Elle manque de vision pour comprendre que nous allons enfin de l'avant. Elle a de la chance que Camille et moi soyons là pour gérer les vraies affaires de la famille. » Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de bibliothèque, la lumière bleue du moniteur reflétant mes lunettes alors que je les regardais jouer leur triomphe. Elles étaient ivres d'une illusion, l'illusion de pouvoir qui vient d'un portefeuille qu'elles n'avaient même pas encore ouvert. J'ai réalisé alors que leur autorité était un service d'abonnement qu'elles payaient avec de l'argent qui ne leur appartenait pas légalement. Camille et Béatrice souffraient d'un cas terminal de pouvoir louer. Elles agissaient comme les propriétaires du monde, mais leur existence entière était un château de cartes bâti sur le silence de ma grand-mère. Elles n'étaient pas choquées par mon choix insultant de sauver le registre. Elles étaient choquées que j'ai enfin cessé d'être un actif passif dans leur portefeuille familial. Camille ramassa une photo encadrée de Madeleine et moi, la seule de la maison où je souriais vraiment. « Quel encombrement !» chuchota-t-elle à la caméra, la posant face contre terre sur le bureau. Ma mère hocha la tête,
calculant déjà la commission de la vente aux enchères. Elle pensait gagner parce qu'elle détenait les clés de la porte d'entrée. Elle ne réalisait pas que je détenais les clés du coffre-fort de 3 300 000 € sous leurs pieds. Je n'ai pas écrit de réponse dans le chat. Je n'ai pas appelé pour supplier qu'on me rende les livres. La colère n'était pas bruyante cette fois. C'était un bilan comptable. J'ai simplement ouvert mon dossier de documents vérifiés et j'ai ajouté une capture d'écran du direct au dossier de preuves sur leur moralité et leurs intentions. En moi, un autre type de brouillard se levait. Je n'étais plus l'autre fille attendant une place à leur table. J'étais l'auditrice médico-légale de leur chute. Camille continuait de rire pour ses abonnés, ignorant que son empreinte numérique devenait une piste de miettes pour le procureur de la République. Ce n'était pas de la vengeance. C'était le cours naturel d'une dette contractée depuis longtemps, atteignant enfin sa date d'échéance. Je suis retourné dans la salle de conférence privée du bureau d'assurance, le bruit de mes talons sur le sol en marbre résonnant comme le rythme d'un jugement imminent. Lefebvre, le directeur, avait raccroché, son visage ayant toujours la couleur d'un parchemin vierge. À ses côtés, Maître Vallée était assise avec une pile de dossiers qui représentaient l'ambition criminelle de ma sœur. Ma famille avait passé des années à m'appeler « la reine des détails », comme si c'était une blague. Elle pensait que mon obsession pour la vérification des faits et la lecture des petits caractères était le signe d'un esprit étroit. Elles allaient apprendre que dans un monde de passifs à 3,3 millions d'euros, la personne qui lit les petits caractères est celle qui possède la pièce. Je n'ai pas attendu qu'il parle. J'ai ouvert mon propre dossier professionnel, celui que j'avais passé les dernières 48 heures à constituer dans le silence des archives de la bibliothèque. J'ai fait glisser un scan haute résolution sur la table en acajou. C'était un tableau comparatif des 7 signatures que Camille avait tenté de faire passer pour celles de grand-mère Madeleine. Sous le logiciel de grossissement médico-légal de ma bibliothèque, les incohérences n'étaient pas seulement visibles, elles hurlaient. L'inclinaison sur la modification de la fiducie de 1998 est décalée de 12 degrés, ai-je dit, ma voix aussi plate qu'une entrée de journal comptable. La pression sur la demande de changement d'assurance d'il y a 2 ans est incompatible avec la prise arthritique de ma grand-mère. Et puis il y a le tampon du notaire. J'ai fait une pause, regardant Lefebvre se pencher en avant. Gérald Vance, le notaire que ma sœur a utilisé, a vu sa licence révoquée le mois dernier pour fraude. Camille n'a pas seulement essayé de voler une police d'assurance. Elle a tenté de corrompre un acte authentique. Le directeur regarda l'avocate, puis se tourna vers moi. Mademoiselle Renard, notre service juridique a vérifié le verrouillage que votre grand-mère a placé sur la police 14 mois avant son décès, dit-il, sa voix étant à peine un murmure. Les tentatives pour changer le bénéficiaire en faveur de Camille ont été signalées en interne, mais nous attendions qu'une réclamation soit déposée pour initier un signalement pénal. J'ai demandé à Lefebvre pourquoi il n'avait pas simplement appelé ma grand-mère pour confirmer. Son visage se crispa. Nous avons essayé, mademoiselle Renard, cette fois. Mais votre mère, Béatrice, avait déposé un mandat de protection future pour la santé et les finances, prétendant que votre grand-mère était trop fragile mentalement pour répondre au téléphone. Elle interceptait chaque lettre de vérification et déviait nos appels vers son propre appareil. C'était un isolement calculé, un abus de faiblesse légale conçu pour garder Madeleine sous silence pendant qu'elle lui faisait les poches. Je me suis penché en arrière, une clarté glaciale s'installant en moi. Alors arrêtons d'attendre. Je suis ici pour déposer officiellement la réclamation en tant que seul bénéficiaire vérifié de la police de 3 300 000 €. J'ai regardé l'avocate. Et j'ai déjà donné instruction à mon propre conseil de commencer la procédure de gel du compte de fiducie de 500 000 € que ma mère Béatrice a utilisé comme fonds de voyage personnel pour Camille. Elle pensait que j'étais la sœur ennuyeuse parce que je ne diffusais pas ma vie en direct. Elle pensait que parce que je m'asseyais au fond de la pièce, je ne voyais pas le vol se dérouler au premier rang. Mais être invisible signifie avoir un siège au premier rang pour observer la vérité. Lefebvre s'empara d'un ensemble de documents officiels, ses mains s'étant enfin stabilisées. La réclamation est initiée, mademoiselle Renard, et le rapport criminel pour tentative de fraude à l'assurance et faux en écriture est transmis au bureau du procureur au moment même où nous parlons. Camille était probablement encore en direct sur les réseaux sociaux, montrant les antiquités de grand-mère à ses abonnés. Elle était occupée à mettre en scène une vie qu'elle ne pouvait pas se payer, pendant que j'étais occupé à l'auditer jusqu'à ce qu'elle n'existe plus financièrement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une réconciliation de comptes attendue depuis trop longtemps.
L'avocate, Maître Vallet, sortit un dernier document du bas de la pile, son expression passant du professionnalisme à une sorte de respect quasi religieux. Il y a encore une chose que votre grand-mère a faite, mademoiselle Renard, chuchota TL. Le fonds fiduciaire de 500 000 € n'était pas seulement un cadeau. C'était un fil de détente. Grand-mère Madeleine avait établi une fiducie gérée par un cabinet d'avocats indépendants, pas seulement par le serveur automatisé d'une banque. Elle savait qu'un ordinateur pouvait être ignoré, mais pas un fiduciaire avec un mandat légal. Au moment où cette 7e tentative a été signalée comme une fraude, le cabinet d'avocats en a été informé. En tant que fiduciaires principaux, ils n'ont pas seulement signalé le compte, ils ont immédiatement déposé un signalement pénal formel pour abus financiers sur personne âgée auprès du procureur. Ma grand-mère, la bibliothécaire qui comprenait le poids de chaque virgule, avait installé un dispositif de sécurité juridique automatique. La fiducie de 1998 était codée avec un protocole de notification spécifique. À l'instant même où ma mère, Béatrice, utilisait une signature forgée pour retirer plus de 50 000 € pour le train de vie luxueux de Camille, une alerte de haute priorité était automatiquement transmise au bureau du procureur. Camille et Béatrice n'avaient pas seulement volé. Elles avaient auto-déclaré leur propre crime pendant 3 ans sans même le savoir. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti le clic satisfaisant d'une serrure qui se met en place. Ce n'était pas une dispute familiale. C'était une condamnation criminelle en préparation depuis 3 décennies. Soudain, mon téléphone vibra sur la table. Ce n'était pas un SMS. C'était un appel de Camille. J'ai mis le haut-parleur. Le son de sa voix était méconnaissable. Plus de ton travaillé d'influenceuse. Plus de petits rires suraigus pour ses abonnés. C'était brut, frénétique et laid. « Éléonore, qu'est-ce que tu as fait » hurla-t-elle. La banque vient de tout geler. Tous mes comptes. Mes cartes de crédit ont été refusées à la boutique. Derrière elle, j'entendais ma mère, Béatrice, faire une crise d'hyperventilation. On vient de frapper à la porte, Éléonore, sanglota Camille, son arrogance remplacée par une peur creuse et désespérée. Il y a des inspecteurs ici. Ils parlent de 3 300 000 € et de faux en écriture. S'il te plaît, dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur que tu nous as donné la permission. Le basculement de pouvoir était complet. La femme qui avait jeté l'héritage de ma grand-mère à la poubelle me suppliait maintenant de sauver le sien. Je me suis penché vers le micro, ma voix aussi froide que la brume parisienne au dehors. Je n'ai rien fait, Camille, ai-je dit calmement. J'ai juste lu les petits caractères. La voix de ma mère s'éleva, perçante de panique. Éléonore, ma chérie, je suis ta mère. Tu ne peux pas nous faire ça. Pense à la réputation de la famille. Ma compassion avait été un luxe qu'elles avaient surconsommé pendant 33 ans, et je réclamais enfin le paiement de la dette. La réputation qui t'inquiète a été bâtie sur le vol de la paix d'une femme mourante, ai-je répondu. L'audit est terminé, maman. Le solde est à 0. J'ai raccroché et regardé le directeur. Lefebvre me regardait avec un nouveau type de respect, celui que les gens accordent à quelque chose qu'ils réalisent enfin être dangereux. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda-t-il. Maintenant, ai-je dit en rassemblant le registre original de ma grand-mère, la justice suit son cours naturel. Les retombées juridiques furent aussi rapides et cliniques qu'un audit financier. La notoriété virale de Camille devint sa prison avant même qu'elle ne mette un pied dans une cellule. Les mêmes abonnés qui aimaient sa mise en scène de la propriété furent les premiers à la démolir dans les commentaires une fois que les accusations criminelles furent publiques. Elle fut condamnée à 4 ans de prison ferme pour faux en écriture et tentative de fraude à l'assurance. Notre mère Béatrice reçut 2 ans pour sa complicité et son silence volontaire dans le vol. Elles furent forcées de vendre la maison de famille pour payer les restitutions et les frais de justice. Elles emménagèrent dans un petit appartement dans un quartier de la ville que Camille n'aurait jamais daigné identifier sur une carte, vivant une vie qui était enfin aussi ennuyeuse qu'elle prétendait que la mienne l'était. J'ai utilisé l'héritage de 3 300 000 € pour fonder la bibliothèque Madeleine Renard pour les histoires délaissées. Nous ne nous contentons pas de stocker des livres. Nous aidons les gens à trouver les vérités que leurs familles ont tenté d'enterrer. Nous traquons les divergences. Nous lisons les petits caractères pour les personnes âgées et les oubliés qui sont trop fatigués pour le faire eux-mêmes. Chaque matin, j'entre dans ce bâtiment et je vois le registre original de grand-mère Madeleine exposé sur un socle de velours au centre du hall.
C'est un rappel permanent que même lorsqu'on vous jette à la poubelle, vous avez toujours de la valeur. À ceux d'entre vous qui écoutent et qui se sont déjà sentis comme l'enfant invisible, celui qui s'assoit au fond de la pièce pendant que quelqu'un d'autre prend toute la lumière, je veux que vous sachiez une chose. Être silencieux n'est pas une faiblesse. C'est une période d'observation. Vous n'êtes ni ennuyeux, ni difficile. Vous êtes ceux qui voient les schémas. Tous les autres font trop de bruit pour les remarquer. La vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle a juste besoin de quelqu'un qui a la patience et la précision pour la trouver. Je suis assise sur mon balcon maintenant, regardant la brume s'élever au-dessus de la Seine, et pour la première fois, cela ressemble à de la liberté. Je ne vérifie pas leurs réseaux sociaux. Je n'attends pas d'excuses. Ce ne serait que du bruit de plus sur un bilan équilibré. L'affaire est résolue. J'ai ouvert le vieux registre de ma grand-mère une dernière fois, j'ai contemplé les chiffres, et j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu en 33 ans. Pas de culpabilité, pas de bruit, juste la vérité.